Bonjour, c'est Romain Bédouc, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Bonjour à tous ceux également qui nous regardent sur YouTube. Merci pour les très bons scores la semaine dernière pour le débrief de Barcelone. Continuez de liker l'émission et abonnez-vous à la chaîne de France Bleu. Ça va nous permettre de gagner en influence au sein de la maison et toujours vous proposer des contenus sympas autour du Paris Saint-Germain. Bon, ce matin, ça va même carrément. Je ne sais pas trop ce que vous attendiez de cette rencontre face à Lyon. Perso, moi, pas grand-chose. Et certainement pas qu'on ait devant nous la meilleure mi-temps, certainement, du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1. Alors, il y a encore des choses à régler, c'est certain, surtout avec des absences de cadre. Mais hier, on a peut-être eu une vision du PSG d'après. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais aïe! En fait, ça va être un débat dans l'émission. Donc, on va arrêter tout de suite. Je vais arrêter de donner mon avis et on en parle tout de suite dans l'émission. 100% PSG à tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au programme de la tribune, le traditionnel j'aime pas consacré au match face à Lyon hier au Parc des Princes, puis on aura ces débats. Je vous l'ai vendu. A-t-on eu un aperçu de la saison prochaine hier? Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette équipe sans Kylian M, qui ne devrait plus être là la saison prochaine et qui n'était pas là hier? Où s'arrêtera Bradley Barcola? Quel statut vous lui donneriez au sein du PSG, du projet PSG long terme? Est-ce que vous voyez Barcola à l'Euro aussi également? Parce qu'on se posera cette question. Comment expliquer les performances de Donnarumma? Il y a une petite différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. On va faire un petit débat sur Gigio. Et puis, après avoir battu le record de Jean-Marc Pilorget, on va se poser cette question. Marquinhos est-il une légende du Paris Saint-Germain? Chacun a sa définition de légende. Est-ce qu'on inclut Marquinhos dedans? On verra ça tout de suite dans les débats. Avant ça, je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Alors, on a deux teams aujourd'hui. Il y a une team du journal Le Parisien qui vont se présenter en chœur. Alexandre Laflalo, Stéphane Bianchi. Bonjour. Oh, les harmonies. Ça va, vous allez bien? Il manque encore un peu de cohésion d'équipe, mais on travaille là-dessus vraiment quotidiennement. Le groupe vit bien, Ouais, vous allez bien, tout va bien, vous êtes heureux? Tout va très Nickel, bien. ravi d'être là. Ouais. Et puis, il y a une autre team, c'est celle de Radio France. Donc, il y a moi qui représente France Bleu Paris. Et puis, il y a Julien Froment du service des sports de Radio France. Salut Julien. Salut Romain, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Bah ouais, pas trop mal, écoute. Je pense qu'on a vu un beau petit match hier. Ah, c'était sympa. C'était pas mal. J'étais pas au parc, j'ai pu m'en délecter à la maison, tranquillement. Mais c'était sympa. Pépère sur le canapé. Ouais. Bien sûr. Allez les copains, on va commencer par le j'aime pas, notamment sur ce match de l'Olympique Lyonnais, mais pas que, parce qu'il y en a qui sont pas venus depuis un peu plus longtemps. Je pense notamment à Stéphane. Et Stéphane, ton j'aime, Tu n'as pas changé. Ouais, j'ai pas changé. Et Je vois plus souvent Alex, mais toi, je t'assure, tu n'as pas changé. ton j'aime, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, écoute, j'ai un petit trou de mémoire. Non, oui, j'ai adoré d'ailleurs cette semaine assez spectaculaire. C'était inattendu si on nous avait dit en début de semaine qu'il y aurait 2 victoires, une qualification, 8 buts. 2 fois 4-1. 2 fois 4-1 et surtout un show à chaque match, des émotions, du plaisir comme on en a pris là cette semaine. Évidemment j'aurais signé, mais j'aurais pas forcément cru que ce serait autant, que ce serait aussi élevé, et franchement on a pris un plaisir de dingue, aussi bien à Barcelone que hier soir. Tout était réuni, quoi. Tout était réuni, le spectacle, l'émotion, les sourires, c'était presque le Brésil des deux. Voilà, le Paris Saint-Germain retour en arrière, très très bien. Julien, c'est vrai que si on avait dû écrire, là, il y a une semaine tout pile, le scénario de notre semaine parfaite, ça n'aurait pas été très très loin de ce qui s'est passé finalement. Alors je pense que même du côté de Netflix et d'autres plateformes vidéo, je pense qu'ils n'auraient pas imaginé ce scénario, parce qu'on se rappelle quand même que mardi du côté de Barcelone, après 20 minutes de jeu, on était un peu loin de ce qui allait se passer, de ce qui allait se dérouler. Donc c'est vrai que là, comme dirait l'agence touriste, le plan s'est déroulé sans accroc. Encore plus hier, parce que Luis Enrique quand même il s'est payé le luxe de laisser juste Kylian Mbappé et Dembélé sur le banc, et au final ça a roulé sur Lyon à 140 le coude à la portière. Donc non, ça a été vraiment
une semaine, on va dire, très 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 réussie pour le Paris Saint-Germain. Et au final, voilà, Luis Enrique nous avait annoncé qu'en février, son PSG serait meilleur. Bon, il y a un petit décalage horaire, mais là, au mois d'avril, je crois on commence à voir C'est pas plus mal. Hein. ce que le PSG, voilà, ce que Luis Enrique voulait de son PSG. Et ça tombe en effet à point nommé vu le calendrier et les échéances qui arrivent. Est-ce qu'on a un souvenir d'une semaine de fierté comme ça, mi-avril Ouais, non. Mi-avril. Ah non, parce que moi je pensais à février 2017. Ouais, Où avec tu as le l'enchaînement, 4-0, l'enchaînement 4-0 Paris, Barça-Marseille. voilà, 4-0 Barça, et après tu vas mettre 5-1 au Vélodrome, Marseille, où là ouais. c'était aussi une séquence assez exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'au mois d'avril, Au mois d'avril, ça arrive pas, Alex? Ben, en fait, c'est pour rebondir un peu en plus sur ce que dit Julien, c'est-à-dire que d'habitude, le PSG a plutôt tendance à faire des débuts de saison en fanfare, à tout écraser en phase de groupe de Ligue des Champions, et puis au mois de février, à faire pchit. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Autant en championnat qu'en Ligue des Champions, ça a été compliqué, un peu poussif au début. Je regardais encore tout à l'heure, le PSG a pris la première place de Ligue 1 à la 12e journée. Mm. On disait que c'était comptablement peut-être le pire PSG depuis QSI. Oui, c'est ça. À la fin de la première partie de saison, on se disait, ce PSG-là n'impressionne pas grand monde. Là, il domine la Ligue 1, mais en même temps sans être, sans pousser, sans forcer. Et puis en fait, on se rend compte que ce que disait Luis Enrique était en fait totalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie montée en puissance de son équipe. C'est plutôt l'inverse de ce qui se passe les années précédentes, où du coup, il y a d'abord fort au début, puis faible à la fin. Là, le PSG était plutôt moyen sans être faible au début, en tout cas en reconstruction, ce qui était tout à fait normal après l'été qui a été qui s'est produit avec 11 recrues. Et puis là au printemps, on a l'impression depuis quelques mois, on a l'impression qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens, et qui sont très 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 forts, quoi. Ouais, j'ai le sentiment, moi, que et c'est plutôt une bonne nouvelle, que le PSG refait peur Un peu de ça, ouais. à Il y a un ses peu de ça, ouais. adversaires, est sûr de ses forces et qu'il effraie un petit peu tout le monde, aussi bien en France évidemment. Mais je me dis que sur la scène européenne, il a peut-être un profil qu'il a rarement eu. Et ses adversaires le voient d'une manière peut-être un peu. Ils sont très sur la défensive, je pense, quand ils le voient arriver. Bon, on verra ça de toute façon quand on parlera de l'aspect ce qu'on a vu le PSG l'année prochaine. C'est Aussi. ça. Ça va faire une petite transition. C'est ça. Julien, tiens, on va prendre ton. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ton j'aime pas, tiens, parce que tout ne peut pas être parfait tout le temps. Tout ne peut pas Oui, être parfait tout le temps. alors c'est vrai que dans cette soirée qui a été quand même plutôt bien réussie pour le Paris Saint-Germain, à part des petits relâchements coupables, mais finalement sans effet, il y a un joueur quand même qui malheureusement n'arrive pas à donner sa plénitude, c'est Randal Kolo Muani. Surtout que là, le contraste était saisissant parce qu'il y avait aussi Gonzalo Ramos qui était sur le terrain, et Gonzalo Ramos, bah voilà, il lui a fallu deux demi-occasions pour mettre un doublé. Ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, il était dans une position à dire un peu préférentielle où il est attendu pour faire des différences, pour faire voilà, ce qu'il a réussi à effectuer du côté de Francfort. Et bah là, c'est pas du tout le cas, quoi. Là, le compte n'y est pas. Et puis surtout quand tu te dis qu'à ce poste-là, bah, d'habitude, tu as Dembélé, bah, voilà, c'est vraiment c'est le jour et la nuit, quoi. C'est même l'éclipse là, quoi, quand ce pauvre Randall est sur le terrain. Euh, Bah, on est quand même quasiment aux deux tiers, même trois quarts de la saison, et il n'y a toujours pas ce déclic qui est venu, même si ses stats sont pas non plus infamantes, hein. Mais ouais, c'est décevant. C'est même pas le comparatif, Stéphane, avec Ramos. C'est que là, vraiment, on avait l'impression qu'il était en dehors de tout le reste, quoi. Tout tournait sauf lui, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il fait les mauvais choix à chaque fois, qu'il comprend pas ce que veulent ses partenaires, ce que veut son entraîneur, ce qu'on lui demande. Voilà, il apporte, il met de la bonne volonté. On peut tout lui reprocher sauf ça. Ça, c'est évident. Il met énormément de bonne volonté, mais il n'arrive pas à se fondre dans cet effectif. Et j'ai envie de dire, on a presque mal pour lui parce qu'effectivement, quand on voit d'un côté Bradley Barcola avec ses 21 ans, pardon, son manque d'expérience, sa jeunesse, etc. Notre ami Randall a un peu plus d'expérience que lui, est censé en avoir un peu plus. Il est international, il a un peu plus de bagages derrière lui et il n'arrive pas à se fondre dans ce collectif, dans cet effectif. Je serais curieux de savoir si c'est, enfin,
si c'est les consignes qui lui conviennent pas, si c'est lui qui a un problème de mental, est-ce qu'il fait un complexe par rapport à ça? Tu sais que Est-ce pendant qu'il est dans l'année, le il avait doute le plus redoublé total? d'efforts. Il avait redoublé d'efforts à l'entraînement. Ça avait été Bien sûr, salué aussi par bien le sûr. staff à ce moment-là. Donc, c'était Mm. pas une question de je lâche complètement Bien prise, quoi. sûr. C'était. Non, mais je pense qu'il c'est pas un profil à lâcher et on voit Mm. d'ailleurs sur le terrain qui lâche pas. Je me demande s'il n'est pas dans le doute, voilà, si à force, quand il voit tout le monde autour de lui qui réussit à se fondre dans la masse, si ça devient pas un petit peu compliqué pour lui mentalement et s'il faudrait pas un déclic Mm. pour lui permettre de se lancer. Ouais. Tu veux réagir sur Colomboigny ou Non, bah enfin, on tout à passe fait à d'accord avec Intelligent. ce que dit Stéphane. En fait, je pense que Colomboigny, comme tu dis, Steph, il a pas eu en fait on va dire cette série de bonnes performances qui ont fait que la confiance pouvait revenir dans un. Enfin, pour le coup, la confiance, elle se nourrit autant en bien qu'en mal. C'est-à-dire que Colomboigny, il est sur tellement de matchs où on l'attend et où il n'est pas là, tellement de déceptions où en fait il n'a pas assez de temps de jeu et ci et ça, où il marque pas, il transforme pas les occasions et tout, qu'en fait, à un moment donné, c'est compliqué. Il y a certains joueurs qui s'en remettent bien. Lui, en l'occurrence, je pense, fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'être vraiment dans les conditions optimales en termes physiques et mentaux pour performer. C'était le cas la saison dernière à Francfort, où il était dans un environnement idéal et où il était, où il marchait sur l'eau. Là, au PSG, c'est moins le cas. Je pense que, voilà, sans tirer un trait sur son aventure au PSG, je pense que la saison prochaine sera en tout cas plus riche en enseignements que cette saison, parce que cette saison elle est clairement ratée. Et là, Le problème, c'est je pense qu'il est en plus dans un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il joue de moins en moins, donc ses prestations sont de plus en plus scrutées et il doit se mettre de plus en plus de pression sur les Clairement. épaules dès qu'il est sur le terrain, Mm. en se disant qu'il doit tirer son épingle du jeu et il n'y arrive pas. Et ce qui est dommage, c'est que. Enfin, ce qui est dommage, on ne sait pas, ça se trouve, ça va bien se passer, mais Dortmund, c'est pile le profil d'équipe dans lequel un Colomboigny au top pourrait être hyper influent, hyper performant. Donc, Bien sûr, on verra. sauf que aujourd'hui, si tu es faut avoir la coach, chance. Hein. est-ce que tu mets Est-ce que tu as Randal envie de donner Colomboigny? ta chance à Colomboigny après ce qui Oui, te montre tu sur les donnes- dernières semaines? Ouais, Oui, puis surtout, est-ce que tu donnes ta chance à un joueur sur un match sur une demi-finale de Ligue des Champions? bien sûr. C'est pas le moment. Alex, Oui, bonjour. bonjour. Alors toi, en plus, c'est un j'aime et un j'aime pas, mais dans le j'aime pas, il y a un peu de j'aime, tu vois. Il y a un peu. Ouais, c'est vrai. On fait ton j'aime pas d'abord et puis après. Allez, on mon fera j'aime pas d'abord. Il se trouve qu'on a eu deux situations assez similaires cette semaine, de supporters d'anciennes équipes, de joueurs parisiens qui ont pas mal performé, qui ont voulu à ces joueurs-là d'exprimer leur joie de manière un peu démonstrative. Je supporte pas les espèces de pudeurs de gazelle autour de oui, un joueur n'a pas le droit de célébrer quand il est face à son ancien club, c'est un manque de respect absolu. Bradley Barcola, donc hier, qui a célébré de manière assez ostensible les deux premiers buts parisiens, en tout cas en démontrant un peu sa joie devant le parcage lyonnais. Voilà. Les Lyonnais l'ont assez mal pris. Moi, je me souviens qu'il y a quand même 8 mois, quand Barcola arrive au PSG, le premier déplacement qu'il fait, c'est à Lyon. La première chose qu'il fait, que les supporters lyonnais font, c'est de l'enjoindre à faire des choses avec sa maman. Pas tout à fait recommandable. Ils n'ont pas arrêté de l'insulter, de le dénigrer, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais de rabaisser ce joueur une fois qu'il est parti de Lyon. Et je trouve que c'est un juste retour de bâton, que du coup il leur montre un peu tout le bonheur qu'il est en train de vivre au Paris Saint-Germain. Je pense pas que ce soit un manque de respect en plus de la part de Barcola envers l'Olympique Lyonnais en tant qu'institution, que de rendre un peu la monnaie de leur pièce aux supporters. Juste, une réaction que je trouve humaine à des supporters qui n'ont pas arrêté en fait de lui en mettre plein la gueule, quoi. Bon, Julien, ce qui est aussi, c'est que l'histoire de Barcola, ça démarre peut-être pas au sifflet au Parc OL. C'est qu'il y a eu tout un été un peu spécial avec les supporters lyonnais. Oui, après, il fait partie un peu avec Loukeba des deux joueurs voilà, qui étaient censés rester, qui sont finalement partis. Alors après, l'Olympique Lyonnais, on peut pas tout avoir, hein. Ils ont pris un chèque de 45 millions. Donc à côté de ça, je pense qu'ils peuvent plutôt remercier Barcola d'avoir permis à cette période-là de garder l'Olympique Lyonnais, on va dire, à flot financièrement. Et puis aussi, Bradley Barcola, voilà, comme l'a très bien dit Alexandre, c'est une réaction, on va dire, qui est logique. Il est content d'avoir marqué le but. Il va chambrer un peu les supporters lyonnais. Mais en attendant, à la fin de la rencontre, il y a des images du diffuseur où il passe apparemment un quart d'heure dans le vestiaire avec ses anciens coéquipiers, change de maillot, etc. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Voilà, ça reste du foot, ça reste un jeu. J'imagine que le garçon sait très bien d'où il vient, grâce à qui il est là. Lyon a une grande partie dans son éclosion. Mais voilà, après,
il a tout à fait raison d'aller un petit peu chambrer ceux qui ont été entre guillemets les premiers à l'insulter, notamment lors du match aller, quoi. Stéphane, on passe à ton j'aime pas? Bien sûr. Tu m'as dit un petit moustachu. J'ai eu peur parce Oui. que Vitinha a une moustache. Je me suis dit non mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me Non, dit? je parlais de l'autre moustachu de l'équipe. Très très belle moustache. J'aimerais bien qu'il la mette un petit peu à l'honneur, un peu mieux que ce qu'il l'a fait hier. Malheureusement, on peut pas lui en vouloir. C'est plus, je m'interroge en fait davantage sur le choix de Luis Enrique de mettre Lucas Beraldo, puisqu'on c'est de lui qu'on parle, de le relancer à ce poste-là, sachant très bien que il avait déjà pas Poste été à d'arrière l'aise gauche, hein. au poste d'arrière gauche, pardon. Sachant très bien qu'il n'avait pas été à l'aise déjà à ce poste-là. Après son match compliqué contre Barcelone, voilà, à l'aller, il le relance en le mettant, pour moi, en difficulté à cette place-là. Alors ça m'interroge aussi sur le fait que ce pauvre Nordi Mukiele vraiment sert à rien et qu'il aurait très bien pu jouer. Il est rentré. Pour moi. Oui, mais J'ai même pas capté, dis donc. c'est S'il est rentré sur la fin. Voilà, je me dis que Nordi Mukiele aurait peut-être été bien plus à l'aise à ce poste-là, mais ça, ce n'est que mon avis. Voilà, toujours est-il que notre ami Lucas Beraldo a très très bien débuté son match. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Il marque ce but qui n'est pas très loin de partir au-dessus quand même. Dans les 6 mètres. Voilà, il est dans les 6 mètres. C'était dur de le mettre plus proche de la barre que ce qu'il a fait. Je ne suis pas sûr qu'il fait exprès. Bon, tant mieux, il marque. Après, en revanche, défensivement, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, il a un peu pris le bouillon avec notre ami Nuama et notamment sur le but. Alors, il n'est pas le seul responsable, mais ça part malgré tout de lui, où il n'est pas très énervé, côté, pas très énergique pour essayer de l'empêcher de revenir dans l'axe. C'est définitivement pas son poste. On le sait, ce serait bien que Luis Enrique s'en convainque aussi. Je pense qu'il le voit, mais voilà, ça ne sert à rien de le mettre en difficulté sur des matchs comme ça. Voilà, c'est un j'aime pas très c'est pas très virulent, pas très virulent, pas très coriace non plus, on va pas lui en vouloir. C'est un j'aime moyen, voilà, on le met pas lui dans les meilleures dispositions possibles. Est-ce que c'est juste un retour peut-être à la normale pour Beraldo, parce que c'est vrai que les 2 dernières sorties, que ce soit le Barça à l'aller ou là hier, il est un peu moins en vue qu'il ne l'était depuis qu'il est arrivé. Début janvier, quoi. En fait, même au-delà de ça, alors on savait quand il est arrivé que c'était pas un joueur infaillible, hein, c'est un jeune joueur de 22 ans, 20 ans. 20 ans, voilà, 20 ans. C'est un jeune joueur de 20 ans qui débarque du Brésil, qui a tout de suite eu énormément de responsabilités dans un très grand club européen, c'est quand même pas rien. Et au demeurant, voilà, je pense que c'est non seulement c'est pas surprenant de le voir avoir des petits trous d'air comme ça, et puis surtout, en fait, je pense que au-delà de ça, par rapport à son positionnement, je pense qu'en fait, Luis Enrique applique avec Beraldo la même logique qu'il applique avec tous les autres, c'est-à-dire de développer une polyvalence au maximum qui puisse en faire un meilleur défenseur central quand il l'utilisera à ce poste-là. Avec presque tous les autres. Oui, avec presque tous les autres, oui, c'est ça. Oui, quasiment tous. À part Marquinhos et Danilo, peut-être Hakimi. Oui, ceux qui en tête. Non, mais ceux qui jouent pas. Entre ceux qui ne bougent pas de poste et ceux qui jouent pas, oui, c'est ça. pas... Oui. Mais en tout cas, il avec la quasi-totalité de ses joueurs cette saison, il a quand même pas mal baladé, et je pense que ça fera pas de mal à Beraldo justement de développer un peu des qualités de latéral qui pourront faire aussi un bon central quand on aura besoin de lui. Notamment, on sait que la vitesse c'est pas son fort. Au moins là, sur la vivacité, sur les appuis rapides, on va dire, il pourra un peu bosser là-dessus. Mais voilà, moi j'ai pas été catastrophé non plus par le match de Beraldo, honnêtement. Julien, quel est ton j'aime? Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont le Paris Saint-Germain a honoré Marquinhos, et je trouve que voilà, on les a souvent, à juste titre, critiqués pour, on va dire, les célébrations un petit peu légères quand les joueurs quittaient le club, notamment voilà, Thiago Silva, Mota, même Cavani. Enfin voilà, c'était pas vraiment à la hauteur. Et là, Marquis qui bat quand même un record historique avec ce nombre de matchs disputés, 438 désormais. Voilà, je trouve que ça a été fait dans les règles de l'art, et que voilà, c'était amplement mérité pour Marquis. Et puis plus globalement, cette ambiance de fête au Parc des Princes où on sent que les supporters sont à la fois libérés d'un poids et
Et en fait, ils se disent tous que voilà, c'est que le début, quoi. Il peut y avoir une fin de saison vraiment exceptionnelle. Le club peut encore faire un quadruplé. Voilà, championnat, bon, le trophée des champions qui a déjà été gagné, la Coupe de France et la Ligue des champions. Et on sent vraiment qu'il y a de très bonnes vibrations, on va dire, au Parc des Princes ces derniers temps. Mm. Et c'est assez agréable d'être dans un parc qu'on sent vivant, revigoré, quoi. Alors, je vais pas vous mentir. Ne nous mens pas. L'hommage d'hier a été le début de ce qui m'a fait replonger dans Marquinhos. J'ai cru que que tu allais dire, m'a fait pleurer. non, non, c'est- j'ai pas pleuré, mais déjà, on parlera de Marquinhos tout à l'heure, de l'aspect légende ou pas, Mm. mais ça m'a permis déjà de voir tout ce qui a été fait autour en termes d'interview, et je dois te féliciter Stéphane, parce que celle faite par le Parisien avec Andrea Chantozolet est hyper intéressante en termes Merci. d'infos et en termes d'émotion aussi. Abonnez-vous au Ça dure un quart Parisien. d'heure. Ça dure un quart d'heure. Non, mais c'est dispo sur le YouTube du Parisien notamment. Ouais. Vous pouvez la regarder si vous voulez, les supporters. Vraiment, on apprend plein de trucs. Et puis même, il y a de l'émotion, il y a des stars, il y a des anciens joueurs et tout. C'est vraiment agréable à regarder. Et ouais, tout ça, ça a été provoqué par la cérémonie d'hier, j'ai l'impression. Je sais pas si vous l'avez un peu vécu comme ça. Alors, vous, non, parce que vous étiez plongé dans le dossier depuis plusieurs mois. Mais en tant que supporter, je sais pas si vous avez ressenti ce truc-là. Oui, moi, après, il y a un truc qui est tout bête et qui est presque un peu agaçant. C'est ces espèces de montées et descentes, les montagnes russes en termes d'émotion et de jugement auprès des joueurs comme celui-là, mais on en parlera tout à l'heure, qui en début de saison et au moment où ça allait peut-être moins bien, où il y avait un peu plus de doutes, stigmatisait tous les doutes, était au centre d'énormément de critiques. Après, c'est l'eau d'un capitaine aussi. Hein, Bien sûr, mais parfois pas toutes justifiées. Et voilà. Et alors, c'est très bien que ça revienne comme ça. Et il y a une espèce de hype autour de Marquis, et à juste titre, parce qu'il fait des matchs, de très bons matchs, et que c'est un type extraordinaire et un joueur extraordinaire, selon moi. Mais voilà, ces espèces de vagues incessantes. Les montagnes russes, ça te plaît pas trop? Non, Ouais. non. Ouais. On peut critiquer sans détester et oublier, en fait. Ouais. Et Ouais, c'est vrai. voilà. On C'est ce parlait que tout à l'heure de Randal Kolo Muani comme un exemple de joueur qui était pas trop dans sa tête en ce moment et qui avait peut-être voilà, ça a influé aussi sur sa performance. Marquinhos, bah, pour le coup, on le découvre un peu dans l'interview du Parisien, mais c'est un garçon qui est aussi qui a l'air aussi très émotif, qui a l'air de beaucoup répondre aux émotions. Je pense, c'est une théorie qui n'est basée que sur mon propre avis, que ce record et toute la reconnaissance que ça a engendré lui a fait beaucoup de bien dans la place, en tout cas, qu'il se sentait avoir dans ce club, et auprès des supporters qui l'ont beaucoup critiqué ces dernières saisons. Et je pense que alors depuis son retour de blessure, il est excellent. Enfin, franchement, son match de retour, c'est contre Rennes, je crois, en Coupe de France. Il a été brillant. Et le plus beau symbole de ça, c'est évidemment son match contre le FC Barcelone, où il a été Exceptionnel. exceptionnel, le capitaine, le Il fait des leader, retours. son intervention devant Ferran Torres, il n'y a pas 5 défenseurs au monde qui peuvent la faire, je pense. Il a été voilà, l'immense joueur que son statut désormais dans l'histoire du PSG suppose. Et je pense que mentalement, ça lui a fait énormément de bien de recevoir tout ce regain d'amour un petit peu de culture de l'instant, on va dire, parce qu'il a battu ce record-là. Mais voilà, mais en tout cas, ravi de le voir à ce niveau-là. On va terminer, il nous en reste un. C'est mon j'aime, non? C'est ton j'aime, ouais. Bah, on n'en a pas parlé encore, hein, c'est assez fort. Hein. Ouais, bah, un immense j'aime pour Gonzalo Ramos. Voilà. Il marque un doublé hier, 2 buts de pur numéro 9. C'est marrant parce que je suis venu sur ce plateau quand même un certain nombre de fois entre le match aller et le match retour contre le Barça, et à chaque fois je disais un peu la même chose. Je regrettais qu'il n'y ait pas eu cette présence dans la surface de réparation, qu'il n'y ait pas eu ce numéro 9 pour fixer un peu les défenseurs du Barça, notamment à l'aller, où je trouve que ça a vraiment manqué. Là, honnêtement, alors, autant il a eu des matchs où il est complètement passé à travers, il n'a pas touché 4 ballons et il n'a pas tiré au but. Là, honnêtement, on l'a vu dans toute sa splendeur, du numéro 9, du renard des surfaces. Le centre d'Hakimi est magnifique, mais alors évidemment, sa tête, ça, il faut être un vrai technicien pour la réussir, et elle était vraiment belle. Pareil, le deuxième but, cette espèce de frappe en taclant qui va vraiment se loger juste à côté du poteau, bah, c'est pareil, c'est un vrai geste d'attaquant. Je pense qu'il a vraiment, enfin, en tout cas, à chacune de ses apparitions depuis quelques semaines,
il a montré à quel point il était en train de s'adapter et de se conformer au grand club qu'est le PSG. Et je pense que le PSG ferait mieux de réfléchir à 2 fois avant d'aller mettre 150 millions d'euros sur un numéro 9 cet été. Parce qu'honnêtement, on verra comment sera organisé le PSG la saison prochaine et on en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Mais C'est pas la prio, quoi. c'est pas du tout la priorité. Et il y a largement le matériel. Et même si ça doit être Ramos titulaire numéro 1 et Kolo Muani, parce qu'on en parlera aussi, mais Kolo Muani, pour moi, le départ d'Mbappé va aussi le permettre de le réaxer. Parce qu'il y aura aussi Xavi Simons qui va revenir. C'est pas mal, en fait. Bah ouais, je pense qu'il y a largement ce qu'il faut et plutôt renforcer le milieu et la défense, quoi. Julien, juste sur Gonzalo Ramos, c'est vrai qu'en plus de fructifier n'importe quelle petite balle qui peut lui être donnée et de le transformer en but, il y a l'abnégation, il y a le fait d'être sans cesse incorporé au collectif. C'est ça qui est peut-être le plus fort. Ouais, il est précieux, tout simplement. Et Luis Enrique en a parlé en conférence d'après-match en disant que c'était pour lui un joueur merveilleux qui avait un ratio but-minute, voilà, l'un des tout meilleurs en Ligue 1. Il a planté 10 pions, hein, si je dis pas de bêtises, cette saison. Et voilà, il est précieux parce qu'il peut conserver le ballon de haut but, il peut jouer en remise. On voit ces 2 réalisations, le coup de casque des joueurs de tête au Paris Saint-Germain dans le secteur offensif, ils sont pas 10 000. Sur le but, sur la passe d'Asensio, il va se jeter comme un mort de faim pour aller mettre un bout de crampon et la mettre au fond des filets. Donc voilà, c'est un profil qui manque au Paris Saint-Germain. C'est un profil aussi qui peut peut-être se libérer quand Kylian Mbappé ne sera plus là. Parce que vraiment, avec les joueurs de couloir qu'on a, les centreurs que Paris a aussi, que ce soit Nuno Mendes ou Hakimi, je pense qu'il peut vraiment donner sa plénitude. Et voilà, je pense que c'est que le début de ce qu'on peut attendre et voir de Gonzalo Ramos. Et par ailleurs, je trouve qu'effectivement, il a ce côté de son jeu où c'est un très bon finisseur en une touche pour aller récupérer des centres. Où justement, on a vu beaucoup cette saison, que ce soit Nuno Mendes, Barcola, Dembélé ou Hakimi, arriver à côté de la surface et ne pas trouver justement de joueurs dans la zone des 5,50 m, quoi. Mais en plus de ça, c'est un mec qui revient, qui peut jouer en pivot, qui a une qualité de passe qui n'est pas dégueu, qui peut aussi participer à ce jeu un peu plus stéréotypé de Luis Enrique où voilà, il peut participer au jeu, quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Julien, il a marqué donc 13 buts, 1500 minutes, ça fait à peu près un but toutes les 120 minutes du coup cette saison. Tous les 2 matchs. Un but tous les 2 matchs. Ouais. Alors, tous les matchs et demi. Ouais, Je pas mal. crois C'est pas le plus efficace. En Ligue 1, je crois que c'est Mbappé. Et alors il a joué beaucoup moins de matchs, mais je crois que c'est le Marseillais Faris Moumbounia aussi qui est dans des ratios similaires. Moumbagna, avec ce qu'il a mis encore hier, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, voilà pour Gonzalo Ramos. On verra l'importance qu'il aura et ça va nous faire une transition toute faite avec le premier débat, débat de la journée, parce que on a vu hier une équipe forcément sans Mbappé. L'idée, c'est pas de faire un débat. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien? Non, parce que de toute manière, Mbappé ne jouera pas tous les matchs d'ici à la fin de la saison, et c'est tant mieux pour pouvoir se préserver pour les plus grandes échéances. Il n'aura sans doute pas beaucoup de matchs la saison prochaine non plus. Et ce qui est certain, c'est que il n'en jouera pas avec le PSG en 2024-2025. Ça a l'air plutôt sûr, visiblement. Quoique, tu sais, à Barcelone, il y avait Xavi qui avait dit, vous savez, je m'en irai, de toute façon, je m'en irai. Et là, en ce moment, c'est en train de retomber. Alors là, la cote pour un renversement de situation, elle est énorme. Là, je pense qu'on est. Je pense que même avec 1 euro, tu finis de bosser. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que hier, avant de savoir si c'était bien ou pas, est-ce qu'hier, on a eu un aperçu de ce qu'on aura la saison prochaine? Stéphane, est-ce que toi, quand tu as vu la composition, là, comme ça, là, alors il n'y a pas que Mbappé qui n'était pas là, Lucas Hernandez n'était pas là parce que suspendu, Dembélé n'était pas là et n'a pas joué une minute, Fabian Ruiz n'a pas joué une minute non plus, même s'il a une importance qui est un peu moindre, Ugarte était suspendu. Mais est-ce que voilà, tu t'es dit, ah tiens, là cette équipe là que j'ai en face de moi, là, bah, ça se trouve l'année prochaine je vais la revoir, quoi. Oui, sans doute, on la reverra en partie. Après, il ne faut pas oublier que en réalité, à part Kylian Mbappé, tous ceux qui étaient absents seront toujours dans l'effectif normalement la saison prochaine et partiront a priori avec quelques longueurs d'avance sur ceux qu'on joué hier. Je vois mal. Je pense à Lucas et Dembélé notamment. Lucas, Dembélé, Nuno.
voilà, je vois mal Randal Kolo Muani faire plus de matchs que Ousmane Dembélé la saison prochaine, ou en tout cas à ce poste-là. Mais ça prouve qu'il y a malgré tout un collectif qui est constitué, qui est intéressant, et les retouches qui seront à apporter seront sans doute moindres que celles qui avaient eu à faire par le passé, et notamment l'été dernier. Voilà, comme Alex le disait, il y aura en plus peut-être, enfin sans doute, Xavi Simons qui devrait repointer le bout de son nez, ce qui est plutôt une nouvelle aussi assez réjouissante. Plutôt pas mal, ouais. Ouais. Il s'inscrit parfaitement dans ce que souhaite et le style de jeu de Luis Enrique. Donc voilà, après, il faut aussi faire attention à la culture de l'instant. C'était un match, ça s'est très très bien passé. Sans doute, comme tu le disais, la meilleure première période en Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi un peu tapé sur ces joueurs en disant qu'ils n'avaient pas tous le niveau par moment pour assurer le service après-vente, quoi. Alors, je me suis fait un petit jeu. J'ai pris le 11 d'hier et je vous donne les durées de fin de contrat. Donc Donnarumma 2026, Hakimi 2026, Marquinhos 2028, Danilo 2025, Beraldo 2028, Vitinha 2027, Warren 2025, ça devrait se prolonger prochainement, Asensio 2026, Kolo Muani 2028, Ramos 2028, Barcola 2028. Luis Enrique 2025, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Julien, ça sentait le long terme quand même hier, le 11 qu'il y avait. Oui, bah après, en même temps, quand tu as recruté 11 joueurs à l'intersaison, si tu arrives à faire une compo avec des joueurs qui sont en fin de contrat, c'est qu'il y a un problème. Il y a quand même, tu vois, si tu veux, ils avaient quand même anticipé ce fait de renouveler. Et pour rappel, quand même, ça devait être une saison de transition. Alors bon, c'est une transition qui est assez spectaculaire puisque Paris peut encore tout gagner. Non, mais bien évidemment. Une transition, tu as dépensé 400 millions d'euros sur le marché des transferts. Oui, mais c'est le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est à la mesure de leurs moyens financiers et parce que aussi ils ont aussi anticipé que voilà, Mbappé allait partir. Non, bien évidemment que Luis Enrique nous le répète, nous le surine, qui pense à l'avenir et qui pense à l'après. Et que voilà, l'équipe est construite pour justement qu'elle soit pérenne pour les saisons à venir, avec des joueurs, voilà, ce seront les nouveaux cadres, on va dire, de ce Paris Saint-Germain dans les saisons à venir, que ce soit Dembélé, que ce soit Lucas ou d'autres. Donc c'est pas tellement étonnant, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas, ça a été construit comme ça par Luis Campos et par Luis Enrique. Et là, c'est juste, voilà, ça se met en place et voilà, quoi. Je vous donne les contrats qui se terminent cet été, donc en plus de Kylian Mbappé. Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico, donc il va y avoir un ménage gardien qui va se faire tranquillement. Levin Kurzawa, fin de contrat 2024. Et puis après, il y a les jeunes, encore des interrogations autour d'Ethan Mbappé et de Seny Mayulu, qui est aussi jeune et donc qui n'a pas encore son contrat. Après, ça ne veut pas dire que tous les joueurs qui sont encore sous contrat vont rester. Oui, aussi. Et il y a d'autres joueurs qui vont arriver aussi. Donc forcément, pour se baser, c'est en revanche, on sait que Keylor Navas, par exemple, ils sont très contents de se délester de son salaire de. C'est plus de 10 millions, je crois. Ouais, je crois que c'est 13 1 million par mois, je crois. Ouais, il a un salaire qui est monumental et ça va participer aussi à alléger, on va dire, considérablement la masse salariale. La masse salariale du PSG cet été, elle va prendre un petit coup de jeune entre Kylian et Navas. Ça va pas être pareil. Alex, j'ai pas envie de faire le comparo peut-être avec l'année dernière, mais plutôt avec il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, Kylian Mbappé était aussi en fin de contrat. On se disait, si Kylian Mbappé s'en va, il reste quoi en fait? Il reste quoi dans cette équipe-là? Là, le comparo avec Kylian Mbappé va partir, mais il nous reste ça. On est quand même content de ce qui nous reste, quoi. Moi, je trouve que il y a eu et il y a toujours, je pense, une forme d'alarmisme dans le côté. Alors vous verrez bien quand Mbappé sera plus là, vous verrez bien, vous le regretterez, machin, vous verrez bien qui vous marquera les buts et tout. Je pense que évidemment il faudrait être complètement aveugle et peut-être un peu débile pour dire que le PSG va pas regretter un petit peu Kylian Mbappé qui marque 40 buts par saison. En revanche, ce que je note aussi, c'est que parmi les matchs ou les périodes ou les moments collectifs les plus aboutis de la saison du Paris Saint-Germain, il y en a eu un certain nombre sans lui.
Je pense à PSG-Lorient, le premier match de la saison, qui était quand même une grosse démonstration collective, même s'il y avait eu 0-0 sur ce match-là. Je pense à PSG-Marseille, pardon, après sa sortie sur blessure, le PSG marque 4 buts. Je pense plus récemment après sa sortie contre Monaco, c'était beaucoup mieux. Je pense au match contre Lille, où il était pas là, et je pense donc du coup à là Lyon. contre Lyon. Ça fait quand même... Alors, il y a beaucoup de matchs où aussi il a été très bon. Il y a aussi beaucoup de matchs où il n'était pas là, et le PSG était très bon sans lui. Donc, ce que je veux dire là, c'est pas que Mbappé est mauvais pour le collectif du Paris Saint-Germain, mais c'est que de manière tout à fait évidente, le PSG peut survivre sans lui, peut jouer sans lui. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en train d'arriver à maturité dans ce groupe-là, qui sont en train de se rendre compte de leur importance, que ce soit Barcola, que ce soit Dembélé, que ce soit Vitinha, que ce soit même Ramos, qui sont capables de marquer des buts, qui sont capables d'être décisifs, qui sont capables de prendre un peu en envergure. Donc oui, c'est hyper positif, et clairement la saison prochaine, si on est dans la continuité de cette saison-là, avec Luis Enrique qui en plus aura du coup une deuxième année avec ce groupe-là pour un peu le modeler à son image, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, et bien au contraire. Stéphane, sans forcément comparer l'équipe avec et sans Mbappé, qui est la meilleure des deux, on imagine forcément que quand tu as Mbappé dans ton équipe, C'est différent. T'es bien plus efficient et décisif, ça c'est certain. Mais est-ce que C'est pas à moi que vous ferez dire l'inverse. est-ce qu'il y a une Ça partie va de être très toi, bien. est-ce qu'il y a une partie de toi qui est un peu plus rassurée pour l'après, par rapport à ce que tu as pu voir déjà sur le début de saison et sur là le match comme hier. Non, je suis pas plus rassuré parce que il y a pas un joueur, il y a aucun départ de joueur qui a plombé un club en réalité. Oui, c'est ça. On sait très bien que le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'en remettra. Voilà, ils vont pas se mettre à finir 10e du championnat et à pas passer une phase de poule en Ligue des Champions parce que Kylian Mbappé va partir. Je suis pas inquiet. Ils rebondiront. Il y a effectivement des joueurs comme Bradley Barcola, comme Ousmane Dembélé, qui vont continuer à permettre à cette équipe d'avancer, à faire le spectacle, etc. Je tiens juste, moi, ce qui m'ennuie dans cette réflexion autour de Kylian Mbappé, c'est on aime brûler ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a jamais aimé à la vraie valeur de l'amour qui mériterait de recevoir. On n'est pas conscient, je pense, On banalise. assez conscient de la valeur de ce joueur et de la chance qu'on a de l'avoir eu dans le championnat et au Paris Saint-Germain pendant 7 ans. Après, chacun a son regard là-dessus. C'est peut-être moi qui suis un peu trop Marquinhos sensible, tu vois, et qui veut regarder tous les bons joueurs avec les yeux de l'amour. Mais je trouve que ce joueur est exceptionnel. Voilà, et il est au-dessus du lot. Et je trouve regrettable qu'on ne s'en rende pas suffisamment compte et que ce soit tout de suite dans une opposition. C'est mieux avec ou sans. T'as remarqué que je t'ai pas posé la question comme ça. J'ai remarqué que tu m'as pas posé la question comme ça. Voilà, c'est une chance énorme. Mais évidemment, le Paris Saint-Germain s'en remettra. Mais je suis pas plus rassuré de ça parce que je fais confiance, même si ça n'a pas toujours été le cas, je l'avoue, à Luis Enrique pour voilà, remettre cette équipe, garder cette équipe dans le sens de la marche et voilà, et avoir une équipe hyper compétitive, évidemment. Est-ce que Julien, pour terminer sur ce débat-là, tu as la sensation que est-ce que le standing du Paris Saint-Germain va changer pour toi, en fait, Oui. pour l'année prochaine, avec la perte de Mbappé et avec, même s'il y a ce collectif-là qui a de belles promesses? Bah, tu peux pas, comme l'a dit. Putain, Stéphane ou Alex, tu Non, choisis. Stéphane, pardon, excusez-moi. Stéphane. Essaye machin ou bidule. Non, ça non. fonctionne. Monsieur Bianchi, j'ai beaucoup de respect pour vous, je ne me permettrai pas. Non, mais comme tu l'as dit, Stéphane, voilà, on ne peut pas brûler un joueur qui plante à chaque fois sa quarantaine de buts par saison et qui, des moments où le Paris Saint-Germain pourtant avait Neymar et Messi dans son effectif, et bien c'est lui qui maintenait à flot le Paris Saint-Germain. Donc il y aura un changement de standing, même si bien sûr Paris après derrière peut recruter des excellents joueurs. Là, sur la scène européenne, je vois pas un joueur qui peut avoir l'aura de Kylian Mbappé. Et je parle pas que de l'aspect sportif. Je pense que même tu vois un Erling Haaland, un Bellingham déjà, donc des joueurs qui ne viendront pas au Paris Saint-Germain l'été prochain, mais même ces joueurs-là n'ont pas le statut, l'aura que peut avoir Kylian Mbappé. Donc il y aura forcément un changement. Après,
la volonté aussi du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique et de Campos, c'est de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est l'équipe. C'est le collectif qui soit supérieur aux individualités. Donc après, je pense qu'on est beaucoup à signer pour un Paris Saint-Germain qui a peut-être plus une tête de gondole, mais qui a des joueurs d'excellent niveau qui jouent ensemble, où il y a une cohérence et voilà. Mais c'est pas incompatible. Enfin, je trouve pas ça incompatible, moi. Non, bien sûr. Mais t'auras quand même, enfin, à mon sens, tu perds quand même un joueur qui est irremplaçable. Enfin, tu peux pas remplacer Kylian Mbappé sur le papier. On est d'accord, mais on est totalement d'accord. Par un seul joueur, quoi. Par un seul joueur. Il peut être remplaçable potentiellement par un collectif, par d'autres, plusieurs mecs qui vont apporter leur truc, mais par un seul joueur, non. Ce que je comprends pas, moi, en fait, dans la réflexion, c'est que j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain est le seul club européen ambitieux pour qui avoir une star, une tête de gondole et un joueur au-dessus des autres est un problème. Regardez dans tous les clubs qui remportent la Ligue des Champions, qui sont dans le dernier carré, qui sont finalistes à chaque fois, il y a 1, 2, voire 3 stars à chaque fois et ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Après, ça dépend de la stature qu'ils ont, et la stature mondiale qu'ils ont, parce que Après, Steph, quand tu vois City, c'est pas un bon exemple parce que c'est un truc à part. Le système Guardiola. Regarde très bien l'exemple Manchester City. On a Manchester City qui était quart de finaliste de Ligue des Champions, favori face au Real Madrid. Erling Haaland se déchire sur les 2 matchs. Il est invisible. Est-ce qu'il se fait brûler comme Kylian Mbappé s'est fait brûler parce qu'il a raché son match aller? Il se fait bien critiquer et il se faisait bien critiquer parce que déjà en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière, il était pas bon. Oui, mais ça prend pas les dimensions que ça prend là aujourd'hui. Kylian Mbappé, limite, il faudrait le mettre dehors parce qu'il a raté son match à Barcelone. Ouais, mais Steph, parce qu'à Manchester City, t'as un pare-feu qui s'appelle Pep Guardiola et qui prend encore plus la lumière que ses joueurs, en fait. Même si Erling Haaland est la vedette, entre guillemets, de Manchester City. Et il y a De Bruyne avec lui. Aussi. Et il y a De Bruyne, bien évidemment. On peut pas oublier aussi Kevin De Bruyne. Donc voilà, c'est pas le même contexte aussi, tu vois. Puis c'est pas la même morale non plus. Mais après, au Paris Saint-Germain, oui, Mbappé aussi, il a le dos large, quoi. Il a le dos large et souvent... quand ça fonctionne pas, certains en tout cas vont s'orienter sur lui et dire c'est de sa faute, alors que c'est pas nécessairement tout le temps la faute de Kylian Mbappé, loin de là. Bon, on verra en tout cas si le PSG sera plus cohérent, sera meilleur, sera moins bon peut-être, sans Mbappé. Juste un petit mot par contre sur ce débat-là. Je trouve qu'il y a aussi un truc qu'il faut noter, c'est que pour la première fois cette saison, en tout cas, en parlant de pare-feu et en parlant d'avoir le dos large et d'entraîneur qui prend ces trucs, c'est la première fois que ça n'a pas fait scandale qu'Mbappé ne joue pas. Mbappé n'a pas joué une seule seconde hier et j'ai l'impression que personne n'en a parlé. On est habitué maintenant, c'est pour ça. Non, mais je pensais que ça allait être un débat justement, mais non, mais c'est positif. Oui, mais parce que aussi, tu te dis, tu sors d'une séquence où tu t'es qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, t'as un menu qui est gargantuesque, et puis tu mènes 4-1, tu mènes 4-1 à la mi-temps. Qu'est-ce que enfin son vrai niveau? Non, mais tu mènes 4-1 à la mi-temps face à Lyon, qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller le mettre sur le terrain, tu vois? Bien sûr, mais on sait que ça a créé des débats. On a créé des débats pour moins que ça, on va dire. Oui, mais Luis Enrique nous l'a fait accepter ça, en fait. Et ça, c'est ça la grande nouveauté. C'est ça la grande nouveauté de ce Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a un coach qui prend des décisions et globalement tout le monde les accepte parce qu'au final, il a raison parce que voilà, Mbappé n'a pas joué, Dembélé n'a pas joué, mais en attendant Paris a gagné, quoi. Ouais. Bon, on va continuer de parler de ce match face à Lyon. On va parler de Bradley Barcola tout de suite après la pause. Le club des Leftos sur France Bleu. Au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Bonjour. Robin Bernot. Chaque matin, on vous propose les pépites de la rédaction. Ce sont ces histoires incroyables, étonnantes ou bien encore insolites qui se passent tout près de chez vous et dont seule France Bleu est au courant. Alors pour avoir les meilleures histoires à partager chaque matin avec vos collègues, rendez-vous demain de 5 à 6. Le club des Leftos sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Stéphane Bianchi, avec Alex Affalo, avec Julien Froment. On est ensemble, c'est très joli, merci. On est ensemble pour parler encore du PSG, de cette victoire 4-1 face à Lyon. Et dans cette victoire, alors il n'a pas marqué, mais il a été décisif.
il a été influent, notamment en première période. Il a fait parler de lui. C'est Bradley Barcola. Bradley Barcola, il sort d'une semaine qui est plutôt pas mal, qui est plutôt pas mal quand même. Mine de rien, entre son match à Barcelone et celui contre l'Olympique Lyonnais, la question qu'on se pose, c'est où est-ce que va s'arrêter Bradley Barcola en fait? Et quel va être son plafond et quel statut on pourrait lui donner maintenant dans le projet long terme du Paris Saint-Germain? Alex, est-ce que ta vision de Bradley Barcola a changé après cette semaine? Non. Non, mais pardon. Non, mais je m'explique. C'est parce que je trouve qu'il a en fait juste retrouvé le niveau qu'il avait en début d'année, enfin même en fin d'année dernière, en début d'année, où il a commencé vraiment à enchaîner les titularisations et à montrer un peu l'étendue de ses qualités. Je crois que des performances comme celles qu'il a produites lors d'un grand match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone ou là contre son ancien club dans une grande affiche de Ligue 1 comme c'était le cas hier face à Lyon, ça fait partie un peu des passages obligés dans une carrière d'un garçon qui est de toute évidence amené à devenir un très très bon joueur de football. Je ne sais pas encore si ça va devenir un immense joueur, ni un grand joueur, ni un grand international, ni une légende du foot français. Voilà. Mais il a... j'ai l'impression qu'il a les qualités pour faire une très belle carrière. Aujourd'hui, c'est, je crois, de manière assez indiscutable, un titulaire au Paris Saint-Germain, ce qui n'était absolument pas gagné au début de la saison. Il faudra confirmer. La saison prochaine, encore une fois, va être importante. On verra comment il va se développer physiquement. Ça reste quand même un jeune joueur, assez frêle. Moi, en fait, il me fait un peu penser à Mbappé à ses débuts. Alors, toute proportion gardée. Le comparatif est pas mal quand même. Non, mais toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'en fait, Mbappé, moi, je me souviens, c'était un gamin, un ailier tout queuse qui faisait des espèces de grandes enjambées pour dribbler. Ça veut dire sec, pour ceux qui sont un peu, tout, plus tout maigre, tout queuse, tout maigre. Non, mais on écoute tous du rap ici autour de la table, voilà. Ouais. Non, mais Stéphane, c'est quoi ton titre de rap préféré? Moi, je suis Tupac, moi. All Eyes on Me. Voilà, All Eyes on Me sur Barcola. Mais vous voyez, cette espèce d'ailier un peu sec, un peu maigre, qui fait des différences sur des grandes enjambées, qui fait des grandes feintes de corps, des grands trucs, qui part loin sur son côté et tout. Et le développement de son style de jeu et de son physique et tout va être intéressant à suivre parce qu'en vrai, je trouve qu'il a les qualités, il a le sang-froid, il a la tête froide et ça sera hyper intéressant à suivre. Julien, ça va vite quand même parce que là, on parle de cette semaine, mais si on revient il y a un an et demi, Barcola, il devait se faire prêter en Suisse par l'Olympique Lyonnais et finalement au mercato d'hiver, comme il y a une blessure, je crois que c'est une blessure ou une suspension de Toko Ekambi ou je sais pas quoi, et finalement il reste et il explose et il va aller jusqu'où en fait comme ça là. C'est un gamin qui a en tout et pour tout 1 an et demi de professionnalisme en fait et qui est sur une pente ascendante qui est fulgurante et qui maintenant, la vraie question c'est de se dire est-ce que plutôt que faire les Jeux Olympiques avec Thierry Henry, est-ce qu'il ne serait pas plutôt dans la liste des 23 avec Didier Deschamps? Parce que autant au mois de janvier, les indiscrétions côté staff équipe de France nous disaient que voilà, Barcola avait un potentiel, mais il était encore jugé un petit peu tendre. Il y avait encore des réactions qu'il fallait gommer, mais qui étaient tout à fait normales parce que voilà, c'est un gamin de 20 ans qui découvre encore ce qu'est le très très haut niveau. Là, ce qu'il est en train de produire, Guy Stéphane était notamment du côté du stade de Montjuïc pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions, avec couplé à la blessure de Kingsley Coman. On peut se dire que peut-être que ça peut être la surprise tout simplement, notre ami Bradley Barcola en équipe de France pour l'Euro. Donc c'est dire l'ascension fulgurante que réalise ce gamin. Et voilà, et ce qui est fou, c'est ça. Il garde sa fraîcheur, il ose. Et c'est hyper important à ce genre de poste. C'est voilà, il va tenter un dribble, ça va pas passer, tant pis. Il retente une deuxième fois, ça passe pas. Il retente la troisième fois. Et la troisième, c'est là que ça va passer, que ça va faire la diff. C'est des profils qui sont hyper précieux, surtout dans le jeu du Paris Saint-Germain où tu joues face à des quarts qui sont installés en défense. C'est un mec qui peut te casser ces lignes-là, qui peut te faire des diffs. Et franchement, ouais, là, ce qu'il est en train de produire, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Stéphane, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas à ce niveau, en tout cas avec cette importance dès le début de saison. On s'était dit, le PSG l'achète 50 millions, ça peut être une rotation potentielle dans l'effectif, etc. Mais on ne se voyait pas. En fait, c'est une solution viable. J'ai l'impression, je rebondis sur ce que dit Julien, qui dit qu'il peut être la surprise
de l'Euro. Je pense que la surprise, c'est qu'il soit pas, justement, serait qu'il soit pas à l'Euro. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je pense. Est-ce qu'il y a un Comme cas disait- où, comme disait- Barcola il prend la place de Kolo Muani dans la liste? Ah, Matt Deschamps, il aime trop Colomani. Ouais, ça va être, c'est- Non, mais ça si- va être non, compliqué, non, mais, Est-ce qu'il y a pas mais- une En fait, question, en fait, quand- si, imaginons foot fiction, Kingsley Coman il revient et il peut être là. Il n'y a pas de liste élargie, il n'y a pas de Ouais, truc mais, à 26. là. Colomani est là. Ça d'ailleurs, ça on est On, pas on encore va si le la savoir liste à 26. rapidement là, on devrait le savoir. Ouais, hein. on le Mais sait si c'est pas. pas dans la semaine, c'est très Colomani, rapide. surtout, il est plutôt en concurrence avec Giroud. J'ai l'impression qu'avec Ouais, il peut Coman et jouer à droite Barcola. aussi. hein. Oui, il peut jouer à droite, mais c'est-à-dire que Ouais, c'est il a une cette polyvalence oui. qui lui permet justement peut-être d'avoir une place quasi assurée dans le groupe. Et Deschamps Et Deschamps l'a soutenu mordicus lors du Oui. dernier rassemblement. Il a de été bon mars. contre le Chili, hein, je crois. Oui, il a été Oui, bon oui, contre le exactement, Chili. tout à fait. Donc non, il peut pas la place de Kolo Muani. Mais tu le vois à l'Euro. Mais toi, tu le vois à l'Euro. Ouais, je le vois bien à l'Euro, comme disait Julien. Voilà, Guy Stéphane était à Montjuic l'autre jour aussi pour garder un œil sur Bradley Barcola. Nos amis Didier Deschamps et Guy Stéphane n'étaient pas au parc hier, mais ont suivi le match voilà, à la télé et aussi pour avoir un œil sur Bradley Barcola. Qui suivent depuis un moment, hein, de toute façon, même s'ils ne le sentaient pas prêt, voilà, ils le suivent déjà depuis un petit moment. Mais c'est étonnant, ce joueur est étonnant, on peut rien dire d'autre. Luis Enrique avait l'habitude de vanter les mérites d'Ousmane Dembélé à droite en disant que c'était le joueur le plus déséquilibrant d'Europe, etc. Si Bradley Barcola continue sur cette ligne-là, je pense que Luis Enrique va pas tarder à en faire les louanges aussi sur ce principe-là. Tout en n'ayant pas encore une efficacité complètement dingue, puisque Barcola, je crois, c'est 3 buts depuis le début de la saison, donc c'est pas non plus. c'est ça. 3 buts, 8 passes décisives. Ouais. Je me demande C'est des si en stats termes de stats, Dembélesque. ouais. C'est Dembélesque Bah, comme stats. c'est Dembélé exactement. a plus de passes D a quand plus même. de passes D. Mais il a beaucoup plus de Non, mais temps de jeu aussi. C'est dire Oui, aussi c'est la ça. marge, c'est dire aussi la marge de progression potentielle qu'il peut Mais avoir, quoi. Bien sûr. En fait, je pense que la plus grande bénédiction qui aurait pu arriver à la carrière de Bradley Barcola, c'est d'avoir cette saison-là pour apprendre aux côtés de Kylian Mbappé, d'Ousmane Dembélé qui n'a pas été embêté par les pépins physiques en plus cette saison. Je pense que c'est deux joueurs qui se rapprochent de ce qu'il peut aspirer à être. C'est un mix entre les deux, Barcola. Je sais pas, c'est un mix entre les deux. Je pense qu'il se en fait dans le style de jeu, il se rapproche peut-être plus de Dembélé aujourd'hui que d'Mbappé, peut-être plus le Mbappé d'avant en tout cas. Il est moins chirurgical, moins buteur. C'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a à apprendre de ces deux mecs-là, et c'est sûr. Et je vous dis ça encore une fois, ça n'est basé que sur mon intuition, hein, mais je suis absolument sûr et certain qu'ils ont été importants dans son développement, dans le développement de son mental, de son instinct, de son QI football. C'est un gamin qui a des prédispositions bien évidemment, qui n'est pas arrivé les mains dans les poches, mais il a dans l'effectif deux profs en tout cas qui sont il peut pas rêver mieux, quoi. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, on verra ce que donnera Barcola, déjà s'il sera important dans la double confrontation face à Dortmund, et puis bien sûr dans les prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Gianluigi Donnarumma. Il va nous rester deux débats, un sur Donnarumma, un sur Marquinhos. Gianluigi Donnarumma qui lui a vécu peut-être une semaine un peu plus contrastée. Hier, il a été très bon, encore une fois, en Ligue 1. Et face à Barcelone, il y a des moments où il nous a pas rassuré non plus, là encore, au match retour. Je vais commencer par toi, Julien. Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences de performance entre le Donnarumma de la Ligue 1, le Donnarumma de la Ligue des Champions? Est-ce que tu penses que c'est circonstanciel, donc ça vient pas du fait que ça soit dans ces compétitions-là? Ou est-ce que tu sens qu'il y a il est un peu plus pressé quand il est en Ligue des Champions? Il y a des explications qui font qu'il est un peu moins rassurant. Je pense que la Ligue des Champions, surtout, c'est une loupe très très grossissante et qu'on voit encore plus quand il fait des erreurs, quoi. Après, face au Barça, il ne faut pas oublier aussi qu'à la 73e, il te fait la parade sur la frappe de Lewandowski, et celle-là, elle compte pour beaucoup, tu vois, dans le match du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que Donnarumma, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Il est capable de te faire des arrêts assez exceptionnels. Hier, face à Lyon, à un moment, il te fait un arrêt à bout portant. Là, il se fait mitrailler. Tu te dis, normalement, un gardien normalement constitué, il recule avec le ballon dans le but. Lui, il bouge pas, il la sort. Et puis derrière, le mec, il se met sur la pointe des crampons, il touche la barre transversale avec sa tête, et il est capable de se faire manger sur des sorties aériennes parce qu'il les anticipe pas, parce qu'il les sent pas.
Donc c'est vrai que c'est ce côté-là qui est un peu problématique. Après, je pense qu'on est un peu sur le même thème là, dans cette émission, de ne pas brûler ce qu'on a adoré. Donnarumma a été très 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 performant cette saison, et je pense que si on fait le ratio points gagnés, points perdus, il en a quand même fait gagner énormément au Paris Saint-Germain. Voilà. Je pense que oui, c'est plus du circonstanciel, et que il peut avoir un rôle aussi fondamental là, en vue d'aller se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, quoi, sur la double confrontation face à Dortmund. Alors Stéphane, c'est peut-être moi qui ai un esprit tordu, et pourtant je suis un défenseur de Donnarumma depuis le début de saison, mais hier je vois son top match, je me dis, plus je vois un top match de Donnarumma en Ligue 1, plus je me dis non mais attends, sérieux, il peut pas essayer de nous faire ça aussi en Ligue des Champions, quoi. Oui, alors mais je suis assez d'accord avec Julien sur la loupe et sur autre chose. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un truc qui est agaçant, c'est quand on le voit, notamment les buts contre Barcelone. Quand un gardien qui fait 2 mètres, qui n'est pas capable de sortir dans ses 6 mètres pour mettre un coup de poing dans un ballon, etc., tu te dis, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. La curiosité que j'ai par rapport à ça, j'aimerais bien savoir quelles sont les consignes. Est-ce qu'il a des consignes particulières qu'on lui donne voilà, à ce niveau-là? Ça m'étonnerait, mais je pense qu'il n'est pas à l'aise là-dessus, et c'est troublant. Maintenant, la question, elle est de savoir s'il a plus de qualité que de défaut, ce monsieur. Et j'ai l'impression qu'il a quand même un peu plus de qualité que de défaut. Et que, comme le dit Julien, cette saison notamment, il a rapporté beaucoup plus de points qu'il n'en a coûté. Tant qu'il est dans ce ratio-là, je pense qu'il ne peut que s'améliorer. Après, il ne faut pas que ça s'inverse, et là, ça deviendrait problématique. Il y a aussi le fait de se dire, Alex, bon ok, Donnarumma, il a peut-être ses limites dans les grands matchs de Ligue des Champions. Mais du coup, si on l'enlève, on met quoi? On met qui? Non mais oui, non, mais c'est surtout ça. Tu sais ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu gagnes. C'est toujours un peu l'immense débat. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que dans le champ des priorités de ce qui est améliorable au Paris Saint-Germain, le gardien, fait pas partie fait pas partie pour moi des immenses priorités. Je pense que la petite faiblesse qu'il montre en Ligue des Champions, elle est largement corrigeable. Parce qu'encore une fois, c'est une question aussi je pense, de mental et de confiance. Faut pas oublier que Donnarumma, peut-être le plus gros traumatisme de sa carrière, ça a été le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, où il est clairement fautif il est clairement fautif. Il se fait un peu retourner par Benzema, et il a traîné ça. Oui, évidemment qu'il y a faute. Évidemment qu'il y a faute, mais on va pas se refaire du mal maintenant qu'on est en demi-finale. Maintenant que tu le dis, il y a quelques traumatismes quand même, parce que les éliminations avec la sélection doivent être un peu gravées aussi dans la tête. Il y a des traumatismes. Je pense que c'est toujours différent, la Ligue 1 et la Ligue des Champions, où du coup il y a beaucoup plus de pression. C'est des choses qu'il va apprendre à gérer aussi. Et pour le coup, alors j'avais fait, moi j'aime bien les stats. J'avais fait après le match contre le Barça, j'avais fait un peu de recherche de stats, et pour le coup le contraste il est saisissant entre les buts qui l'empêchent de rentrer en Ligue 1 et la Ligue des Champions. Sans rentrer dans le détail, il y a une stat qui s'appelle les post-shot expected goals, qui est en gros la probabilité qu'un but a de rentrer, mais une fois que le ballon est frappé, c'est-à-dire en gros par rapport à l'effet qui est donné à la balle, par rapport à, en gros c'est forcément un tir cadré, l'ouverture de pied, voilà, etc. ça, en gros c'est tout un tas de critères qui te disent en gros par rapport à la frappe cadrée, quelle est la probabilité qu'elle rentre. En gros le nombre de post-shot expected goals que Donnarumma avait encaissé en Ligue 1, il était à je crois 28 pour 10 buts encaissés, c'est-à-dire qu'en fait il y avait un différentiel de 10 buts, de plus 10, voilà, de plus 10 par rapport aux 10 buts empêchés. Voilà, 10 buts empêchés, en fait, 10 buts qu'il a empêché de rentrer théoriquement en Ligue 1. En Ligue des Champions, il était à peu près à l'équivalence, quoi. C'est-à-dire qu'il avait encaissé 12 buts, il était à 11,93 ou je sais pas combien. Donc en fait, ce que disent les stats, c'est aussi, ça pose aussi des questions. C'est-à-dire pourquoi il y a un tel différentiel en Ligue des Champions? Est-ce que c'est par rapport aux adversaires qui sont un peu plus Est-ce que tu veux nous dire que l'attaquant du FC Barcelone, par exemple, peut être plus efficace que l'attaquant du FC Lorient? Non, mais c'est même pas la question. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité des frappes auxquelles il a à faire face, comme tu l'as dit en plus tout à l'heure, il a fait des arrêts cette saison en Ligue 1 qui étaient en vrai fous. Enfin, que ce soit contre Clermont ou contre Barcelone ou contre. C'était pas le standing de l'équipe qui a. Mais c'est pas le standing de l'équipe. Mais est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est le fait de jouer contre un gros adversaire? Est-ce que c'est l'enjeu du match? Est-ce que c'est, enfin voilà, tout un tas de questions qui peuvent se poser. Hier, encore une fois, il fait un très bon match, et alors que pour le coup contre le Barça, c'était moins bien, quoi. Bon.
Gianluigi Donnarumma, visiblement, je vous ai dit, 2026, le contrat, donc visiblement, on en a encore pour quelques années avec lui. Dernier débat, il va être sur Marquinhos, parce que Marquinhos, à l'aller face au FC Barcelone, a passé le record de Jean-Marc Pilanger, le record de 436 matchs. Ça a augmenté depuis, c'est devenu 438 avec le match face à Lyon. Ça sera peut-être 439 face à Lorient. La question qu'on va se poser sur Marquinhos, c'est qu'après l'hommage qui a été fait hier, justement, parce qu'il fallait avoir le temps de se poser, en plus il y avait la fête de la qualification, etc., c'est de la place de Marquinhos qui est dans l'histoire maintenant du Paris Saint-Germain. Et la question, c'est de savoir si Marquinhos est une légende du PSG. Je vais d'abord vous faire écouter Marquinhos qui s'est exprimé hier chez nos confrères de Prime Video pour dire ce que représentait ce record pour lui. J'ai vécu beaucoup de moments ici, des moments difficiles. Aujourd'hui, des très bons moments. On arrive à s'en sortir. Et voilà, il faut profiter les moments. Dans le foot, ça passe très vite. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis là, 438 matchs. C'est incroyable. Même moi, quand je suis arrivé, je ne pensais pas avoir autant joué, avoir autant participé de beaucoup des choses dans ce club. Et voilà, je profite le moment tout simplement parce que là, dans la vie, c'est comme ça. Les bons moments, ils vont rapidement, il faut les profiter. Ce qui est cool avec Marquinhos, c'est que là, on le voit pas, on n'a pas l'image, mais on l'entend sourire, quoi. C'est ça qui est sympa avec Marquinhos quand il parle. On rappelle que Marquinhos parle, vous le voyez très très bien français, que ça ne date pas. Ça fait 11 ans qu'il est là. Oui, mais ça ne date pas de 5 ou 6 ans, quoi. C'est dès le début. Il a parlé très très bien français. Il s'est très très bien intégré à la culture française et dans l'aspect légende, au-delà, il y a le sportif, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et là-dessus, Marquinhos, il coche quand même pas mal de cases. Julien, je vais commencer par toi. Pour toi, est-ce que Marquinhos est une légende du PSG ? Chacun a sa définition de légende. Chacun place le curseur un peu où il veut, mais où est-ce que tu le places dans les très 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 grands noms du club ? À partir du moment où tu bats le record de nombre de matchs joués dans l'histoire du Paris Saint-Germain, un club qui a 50 ans d'existence, oui, t'es une légende. Enfin, tu rajoutes à ça le fait qu'il a remporté 28 ou 29 trophées, je crois, que le Paris Saint-Germain. Certes, alors forcément, l'RQSI est plus propice à garnir ton palmarès, mais oui, c'est un joueur en tout cas qui est marquant dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On ne peut pas oublier son Final 8 en 2020, où c'est lui qui plante des buts très important face à Bergame et face à Leipzig, en quart et en demi. Il a quand même été de toutes les grandes aventures parisiennes ces dernières saisons. Là, il va peut-être vivre sa plus belle et sa plus grande aventure là, dans les semaines à venir. Non, c'est un joueur. Et puis voilà, au-delà de l'aspect sportif, je pense que c'est un mec qui fait l'unanimité. Enfin, vraiment, moi, tous les anciens qui ont joué avec lui, ou même les actuels, tous ceux qui parlent de lui, voilà, ils sont tous unanimes sur le sujet que c'est un bon gars. C'est quelqu'un qui est respectueux, qui a vraiment l'amour du maillot, qui donne tout à 100%. Alors des fois ça passe un peu moins. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment exemplaire. Et je pense que tout ça assemblé fait que Marquinhos a vraiment une place vraiment à part dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Stéphane, je vais essayer de trahir un peu la préparation de vos interviews. J'imagine, je me trompe peut-être, que ça, une fois que vous avez réussi à prendre contact avec tous ceux qui ont fait l'histoire du PSG, ça n'a pas dû être très compliqué de leur dire: est-ce que tu peux me parler un peu de Marquinhos, me dire un peu comment il est, etc. Parce qu'on a l'impression que c'est un type bien, quoi. C'est un mec bien. Ouais, alors je vais équilibrer ça. Au début, j'ai failli dire détrompe-toi. Je vais pas tout dévoiler. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Alors, pas parce que c'était lié à Marquinhos, mais plus parce que c'était lié au club. Oui, le club, oui, voilà. Ça, j'imagine. Non, on a eu quelques grosses figures qu'on refusait, mais pas par rapport au club, plus que par rapport à Marquis. En revanche, la plupart des gens qui nous ont dit oui, c'était pas la plupart des gens qui nous ont dit oui, nous ont dit pour Marquis évidemment quoi. Et ils ont tous, dans la manière dont ils t'en parlent, un point commun, c'est-à-dire que ils sont tous d'accord sur le niveau du joueur, le caractère du mec et la sincérité du bonhomme. Il fait l'unanimité effectivement chez tous les gens qui nous ont parlé. Pour près de tout le monde. Je vais prendre un exemple tout bête, mais Léo
Leonardo qui est parti, on sait dans quelles conditions, etc. Voilà, qui voulait pas le faire parce qu'il voulait pas revenir au centre du truc, etc. A accepté parce que c'était Marquinhos. Pour un autre joueur, jamais il aurait accepté de faire ce genre de truc. Et ils sont plusieurs comme ça à avoir voulu saluer le mec parce que c'est un type extraordinaire. Ouais. C'est une légende du PSG ou pas parce que c'est vrai qu'on pourrait faire des dizaines de minutes sur la personnalité de Marquinhos. Je pense que c'est plus à démontrer et c'est bien de le rappeler parce que surtout, là je donne un peu mon avis, mais surtout dans l'ère QSI, le début d'ère QSI où on vendait que le fait qu'il allait avoir que des mercenaires qui venaient au Paris Saint-Germain, avoir un mec avec la sincérité de Marquinhos qui explique dès le début que c'est un choix réfléchi, qu'il a envie de s'inscrire là, qu'il a envie de respecter cette ville, qu'il le montre, parce que c'est ce qu'il a montré, parler français très vite, c'est imprégné de la culture, c'est cool quoi, ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça. Oui, c'est sûr, et ça m'amène du coup à une réflexion qui est qu'en fait Marquinhos alors, de fait, le joueur le plus capé de l'histoire de ton club est forcément une légende de ton club, ça, voilà. Mais je pense que Marquinhos a marqué l'histoire du PSG de manière très douce. Très discrète et sans que ce soit une mauvaise chose, j'ai quand même un peu du mal à le situer par rapport à des mecs comme Zlatan, comme même Thiago Silva, hein, qui a été capitaine pendant 8 ans, mais qui n'est pas qui est pas à ce niveau-là en termes d'apparence avec le club. Des mecs comme Pastore, des mecs comme Ronaldinho, des mecs comme Rai, qui sont restés moins longtemps, mais qui ont il y a des joueurs qui sont considérés comme des gens de ton club parce qu'il y a eu vraiment cette espèce de rapport complètement fusionnel avec le club, une passion courte mais hyper intense avec les supporters, des moments très marquants. Enfin, Ronaldinho, honnêtement, c'est considéré comme légende du PSG. Bon, il a fait 2 ans et c'est 8e et 11e place, je crois. Honnêtement, voilà, c'était pas non plus. Voilà. Mais il y a eu cette espèce de feu un peu fou pendant qu'il était là. Pastore, pareil. Pastore, bon, il est resté longtemps, mais il a été souvent blessé. C'était des moments de brillance un peu. Voilà. Marquinhos, il a cette stat-là qui joue pour lui. Il a cette fidélité, il a cette personnalité hyper attachante, etc. Pour autant, voilà, est-ce que je le mettrais dans mon top 5, par exemple, des gens du PSG? Je sais pas. C'est un vrai débat qu'on peut avoir. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait de toi une légende? Comment tu les hiérarchises? Voilà, c'est sûr que c'est une légende du PSG. À quel degré c'est intéressant? Parce que tu vois, par exemple, sur le côté sur la question des caps avec le club, je pense un peu à Mathieu Faure qui, je pense, en parlera très bien. Est-ce qu'on considère que Sylvain Armand est une légende du Paris Saint-Germain? Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, il a été un joueur qui était là. Je crois que c'est Damien qui n'aime pas trop Sylvain Armand. Damien et Mathieu, je crois que les deux sont voilà, mais il a joué 380 matchs avec le PSG pendant la pire période de l'histoire du club. Alors du coup, comment on le considère? C'est-à-dire, est-ce qu'on le met? Comment on le considère? Et là, c'est des débats intéressants, mais c'est des débats qui nous poussent aussi à fouiller un peu dans l'histoire du club, à fouiller un peu dans qu'est-ce qui fait de joueurs des légendes, quel levier émotif on va lever, et c'est hyper intéressant. Julien, il y a aussi un truc, parce qu'on n'est pas obligé de faire un portrait que amélioratif de Marquinhos, il y a aussi eu quelques défaillances par moment de la part de Marquis, et forcément que ça rentre en compte dans l'analyse globale qu'on va avoir de son passage, le très long passage au Paris Saint-Germain. Il y a un moyen de rectifier ça, peut-être cette saison, quoi. C'est cette saison. Un bon coup de casque en finale, c'est vrai. Mais forcément, dans la lecture de tout ce qui est Marquinhos au PSG, ça doit rentrer en compte, quoi. Disons que là, il a peut-être l'opportunité de devenir le nouveau casque d'or, quoi. Ça peut très bien se passer un 1er juin à la 65e minute de jeu sur corner à Wembley, tu vois. Oui, c'est sûr que ça changerait totalement la lecture. Il te marque le but décisif qui te fait remporter la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club. Là, c'est plus qu'une légende. Tu fais un mausolée au Parc des Princes et loge à vie et le parc de Marquinhos, quoi. Tu vois. Donc, mais même sans forcément marquer. Non, mais même en faisant un match énorme, il sera le capitaine le premier, le unique capitaine à avoir gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Voilà, là, clairement, ça te classera le bonhomme. Après, tu as raison de dire aussi que il a fait aussi, comme certains joueurs, des caca culottes sur des matchs importants. Et voilà, donc tout n'a pas été parfait sur ces 11 ans. Mais pareil, est-ce que si tu fais la balance positif-négatif, il y a quand même
plus, à mon sens, de souvenirs positifs et de réussite dans la carrière de Marquinhos au Paris Saint-Germain que d'échecs, quoi. Alex. Je tiens à dire à Julien qu'il a manqué l'occasion de faire un super jeu de mots parce qu'il a dit le parc de Marquinhos alors qu'il aurait dû dire le Parquinhos. Ah oui. Voilà. Elle est belle, Voilà. elle est belle. Et c'est pour ça qu'on est potes, lui et moi. Voilà. Bon, Stéphane, pour terminer, ouais, en fait, tu me dis si je me trompe, mais s'il y a un joueur dont on a envie de voir lever la Ligue des Champions avec le maillot du PSG, Marquinhos, il est pas loin quand même. Hein. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, effectivement. Je parle d'un point de vue juste émotionnel. Non, mais bien sûr, j'allais dire, on peut dire ce qu'on veut sur le joueur qu'il est, mais il n'y a aucun doute sur l'homme qu'il est. Et du coup, il déclenche la sympathie, il a envie, il attire ça, il aimante la sympathie. Et tu lui souhaites que du bonheur à ce mec-là. Donc évidemment, comme on a envie d'en prendre un peu aussi du bonheur, si on pouvait s'associer sur ce truc-là et le voir lever la Ligue des Champions le 1er juin prochain, ce serait énorme. Après, on va pas franchir les étapes non plus. Il y a un peu de superstition, il y a une demi à jouer. Mais voilà, s'il commençait déjà par nous mettre un bon coup de casque en demi, ce serait déjà très bien. Bon, je pense qu'on a pu voir que j'étais complètement retombé dans Marquinhos. C'est ça. Il y a un moment où j'ai un peu douté. Non, mais évidemment, mais là, tout ce qui s'est passé là sur les derniers jours, là, toutes les interviews et tout, ça m'a fait replonger dedans. Ouais. Je crois que même Marquinhos s'est un peu retombé dans Marquinhos. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que Marquinhos il s'est un peu. Enfin, en vrai, je pense que les dernières semaines ont été assez fondatrices pour lui. Et s'il y a un gros parcours en Ligue des Champions, on pourra revoir ces moments-là avec beaucoup d'intérêt et d'analyse parce que à mon avis, c'est hyper important. C'est un gros virage qui s'est joué la dernière semaine. Allez, les enfants, il est temps de se quitter. Voilà, c'est tout pour 100% PSG La Tribune. Merci à tous ceux qui étaient avec nous, que ce soit en podcast ou sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, je le redis, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. J'aimerais remercier Stéphane Bianchi du Parisien, Alexandra Fallo du Parisien et Julien Froment du service des sports de Radio France. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% PSG La Tribune. Entre-temps, il y aura des matchs, il y en aura 2. Lorient-Paris Saint-Germain, ça sera à suivre à partir de 19h mercredi en direct du stade du Moustoir. Bruno Salomon, il sera sur place. Là aujourd'hui, il était un peu pris en termes de gorge, donc c'est moi qui ai dû le remplacer. Et puis on aura samedi bien sûr le PSG Le Havre au Parc des Princes pour essayer de préparer au mieux cette demi-finale de Ligue des Champions, parce que oui les copains, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Mais oui, on va le redire. Formidable. Ça va arriver vite. Allez, belle semaine à tous, à très vite. Il est temps de fermer cette émission.